Bonjour à tous et à tous et bienvenue au coin du feu. Moi c'est Cook et comme d'habitude, et ce sera toujours le cas pour cette rentrée, je suis avec mon ami Ethno. Salut. Et aujourd'hui on va s'attaquer à ce classique de la littérature qu'on vous a teasé depuis 8 ans. Des mois et des mois. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va peut-être refaire un four parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Après, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts quand même, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on l'annonce, moi j'ai eu le temps de lire pas mal de trucs de cette époque-là, et c'est vrai que ça a peut-être amené un œil nouveau sur ce récit, mais on en parlera tout à l'heure. Alors moi ma hargne s'est accumulée, donc Ah bah c'est d'accord, ok. Donc tu vas tout lâcher d'un coup là, c'est... D'accord, ok. Non, franchement je vais être sympa je pense. Ok. Bon, on va pas vous le cacher plus longtemps, de toute façon vous avez vu le titre comme d'habitude, on va vous parler de Frankenstein. Alors c'est quoi le sous-titre déjà? C'est le nouveau Prométhéen. Ou le Prométhée moderne. Le Prométhée moderne, voilà, de Mary Shelley. Donc c'est Mary Shelley, c'est quoi son nom de jeune fille? Non, c'est ça. Et j'ai oublié, c'est Percy Shelley. Enfin bref. Là, ça commence. Non, ça c'est son mari. Ah, ça commence bien. Bon, on a un peu froid là tous les deux, donc on va faire les choses doucement. On va faire comme d'habitude, un épisode très classique. Je vais commencer par faire une petite biographie. Qu'est-ce que t'en penses? Petite, ouais, il y a quand même vachement à dire. Hein. Ouais, c'est plutôt une grosse biographie. Mais j'ai pris des morceaux justement à droite et à gauche de ce que j'ai pu lire. Sachant que là, de la thèse sur l'œuvre et sur le personnage de Mary Shelley, ça existe. C'est pas un truc difficile à trouver. Donc voilà, on est bien renseigné. Alors, née le 30 août 1797 à Londres, Mary Shelley a été élevée dans un milieu intellectuel et progressiste. Donc elle est la fille d'une philosophe féministe, Mary Wollstonecraft, avec un superbe accent à Wollstonecraft, et d'un écrivain politique, William Godwin. Donc est-ce que c'est lui l'inventeur du point Godwin? Pas sûr, vu que ça s'est passé bien après. Faudra lui demander. Donc Frankenstein est son premier roman. Et ça c'est intéressant déjà. Puisque c'est certainement le roman pour lequel elle est le plus connue. Exactement, oui. Donc elle l'écrit durant un séjour à Genève, donc en Suisse. Sa vie est marquée par différentes tragédies. Donc une répétition de tragédies. Sa mère décède 11 jours après sa naissance, toujours sympathique. 3 de ses enfants meurent de son vivant. Voilà, donc pareil, on reste dans les joyeusetés. Son mari, Percy Bysshe Shelley, se noie lors d'une tempête. Elle finit par mourir d'une tumeur au cerveau après plusieurs années de lutte contre la maladie. Voilà, donc bon bah voilà. On peut parler Bonjour. D'une belle vie. Bienvenue. On a le don de choisir des livres ou des auteurs toujours avec des choses très joyeuses. C'est ça. Un petit peu torturé, ouais. Bon là c'est un peu un passage obligé, donc c'est pas vraiment nous qui avons choisi. On a choisi quand on l'a fait par contre. Oui, exactement. Pas plus ou moins. Donc cependant, malgré tous ces coups du sort, Mary Shelley ne s'est pas détachée de sa conviction selon laquelle la réformation de la société civile ne peut se faire que grâce à la solidarité et la coopération, comparable à la manière dont les femmes s'occupent de leur famille. Ça, c'est un autre point qui va être assez important par la suite. Est-ce qu'on peut parler de vision communiste? Oula. Moi, je vois solidarité et coopération. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je poursuis. Donc, en mai 1816, Mary Godwin et Percy Shelley partent pour les rives du lac Clément avec la fille de Percy et leur fils en compagnie de Lord Byron. Alors, ce qu'il faut savoir que la vie amoureuse et matrimoniale de Mary Godwin Shelley, elle est compliquée. C'est le cas elle est très dire. Compliquée. C'est-à-dire que là, elle part donc avec la fille de Percy parce qu'il était marié avec une autre femme et je crois que l'autre femme elle est morte entre-temps avant qu'ils se mettent ensemble, ou alors ils étaient déjà plus ou moins ensemble avant que... Enfin bref. Et elle est morte après, oui, il me semble que c'est ça. Et ils ont eu un fils, tous les deux, mais je me suis... Enfin bref, c'est un bazar. Donc à Genève, ils discutent de travaux scientifiques, notamment d'expériences qui permettraient de ramener les morts à la vie. Tiens donc. Et lisent des histoires de fantômes. Ah, on dirait 2 éléments qui vont nous servir également. Ouais, largement. Ceux qui aiment
largement, ouais. Ce qui amènera Lord Byron à proposer à ses amis d'écrire chacun une histoire fantastique. Donc Frankenstein est le fruit de cette proposition. D'ailleurs, ce sera la seule des trois à je crois, finir son histoire et donc à la publier. C'est ça. Puisqu'il sera publié en janvier 1818, anonymement. Et les critiques croient longtemps que l'auteur était Percy Shelley, en fait, à cause de la préface dédiée donc au père de Marie, donc William Godwin, puisque Percy Shelley était un admirateur de son père. En tout cas des pensées de son père. Voilà, donc tu vois, j'ai été succinct. Hein. Carrément, je m'attendais à beaucoup plus long. Bah, c'est-à-dire qu'on pourrait étaler sur des heures et des heures, puisqu'elle a vraiment une vie assez incroyable, et en fait, sa vie résonne beaucoup dans son œuvre. En tout cas, ça a été suffisamment étudié pour qu'on puisse en faire des interprétations de ce type. Mais je pense que déjà là, vous avez une vision à peu près globale de qui elle était, parce que en gros, c'est une femme qui a reçu une éducation quand même assez importante pour l'époque, qui a j'allais dire des velléités féministes en fait, qui est déjà dans une réflexion sur la place de la femme dans la société. On pourrait même dire des hommes et des femmes, hein, parce que quand tu réfléchis à la place de l'un, t'es obligé de réfléchir à la place de l'autre. Et en même temps, c'est pas contradictoire, et c'est quelqu'un du coup qui va aussi être nourri par toute une vie culturelle. Je rappelle qu'elle a longtemps vécu à Londres. Elle comptait au nombre de ses amis Lord Byron, donc déjà ça donne un certain nombre d'idées sur le type de littérature qu'elle pouvait apprécier ou auquel elle avait facilement accès. Et donc voilà, tous ces éléments en font finalement un personnage pour son époque déjà assez atypique, mais pas unique, hein. Il y avait d'autres femmes qui pouvaient avoir un peu ce genre de vie, mais c'est quand même réservé à une population intellectuelle et relativement riche, même si elle n'a pas toujours vécu dans la félicité et la richesse, hein, loin de là. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est intéressant, et finalement je trouve le personnage plus intéressant que son œuvre. Ouais, et c'est surtout que ça fait partie, comme beaucoup d'auteurs de cette époque-là, où justement c'est leur vie, c'est plus ou moins leur vie, déguisée en roman. C'est vrai que ça se faisait beaucoup, et il y a beaucoup d'éléments qui sont tirés de tout ça et qui font un décor en fait dans le livre. Là on va en reparler, tu parlais de la Suisse tout à l'heure, et justement ce décor de la Suisse et tout, on va le retrouver tout au long du bouquin. Et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un livre imprégné de tout ça, donc de sa vie, et elle va y faire passer aussi des messages, hein, parce que comme tu disais, elle a une vie très triste, et ouais, triste je crois que c'est le mot, et ça aussi pareil, ça transpire quand même pas mal dans le bouquin. C'est ça, il y a toujours une certaine forme, alors j'allais dire d'humanité, mais on met tout ce qu'on veut dans le terme humanité, mais cette idée en fait d'une société qui serait beaucoup plus organisée autour de la cellule de la famille, et par extension en fait la société est une grande famille, et donc il faut en prendre soin, donc ce qu'elle disait, un peu comme une femme prend soin de sa famille. Ça donne aussi une vision du monde qui est pas forcément celle qu'on attend dans un roman, on va dire fantastique, horrifique, parce que c'est souvent comme ça qu'on va qualifier Frankenstein. Et c'est dur, hein, quand même. C'est assez... Alors c'est très dur, mais je trouve qu'on est quand même assez loin de ce qu'on attend d'un récit fantastique dans le sens horrifique. Tu vois, autant on est déjà dans l'analyse, ça va pas là. C'est ça qui est autant Dracula, tu t'attends à avoir un peu de frisson. On en a pas eu tant que ça tous les deux, mais il y a quand même un aspect assez angoissant. Oui. Si la partie dans le château est quand même assez oppressante. Ouais, c'est ça. Puis même avec quand Lucie elle commence à se transformer, etc. Ouais. Il y a ce côté un peu inquiétant et tout. Autant là, on l'a pratiquement pas. Tu vois, l'aspect horrifique, il est plus sur cette idée de faire revenir ou de créer la vie là où elle aurait pas dû être créée. Et ensuite, quelles sont les conséquences de ça? Encore une fois, on va parler de la science aussi. Hein. Là, c'est ça. Clairement. On est sur une horreur qui est beaucoup plus intellectualisée que dans un Dracula où l'horreur elle est quand même plus instinctive, du prédateur, etc. Tu vois. Ouais, mais parce qu'on n'est pas vraiment dans l'horreur avec Frankenstein en vérité.
Oui, mais je veux dire, c'est l'image on est dans le lire, fantastique, parce que c'est un élément qui vient dans le quotidien d'un personnage qui lui est bien ancré dans le réel en fait, et donc là on a affaire à un mort. Ouais, il a quand même des idées cheloues. Ah ouais, mais bon, ça après ça c'est un point de vue, mais oui, en effet on n'est pas dans l'horrifique. Après, est-ce que à l'époque quand c'est sorti ça a filé les miquettes à pas mal de monde? C'est peut-être pas impossible, mais c'est vrai que pour nous qui étions habitués à quand même une forme d'horreur assez violente et assez crue, non, mais c'est toujours intéressant à bouquiner, ça c'est sûr. Bah, du coup je te laisse faire un résumé rapide quand même pour ceux qui l'auraient pas lu. Voilà, donc Victor Frankenstein est un scientifique, et il est recueilli sur une banquise par un équipage qui fait route vers le pôle Nord. Donc Frankenstein est tourmenté, tout ça, il est pas bien, et il livre son histoire au capitaine du bateau. C'est comme ça que ça va commencer. Donc quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une créature surhumaine. Mais celle-ci sème bientôt la terreur autour d'elle. Donc en expédition vers le pôle Nord, Robert Walton adresse à sa sœur des lettres où il évoque l'étrange spectacle dont il vient d'être le témoin depuis son bateau. La découverte sur un iceberg d'un homme en perdition dans son traîneau. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça termine. Donc entre temps, il se passe vraiment beaucoup de trucs. Donc je vais pas faire un résumé plus long parce que de toute façon on va développer pendant la chronique. Mais voilà. Alors tu dis qu'il se passe beaucoup plus de choses, mais effectivement c'est un pavé, hein, donc il se passe beaucoup de trucs. Mais moi c'est un peu ce que je regrette d'un certain nombre de romans. C'était pareil pour Dracula, donc de littérature, donc là des romans qu'on fait date de cette période, c'est que souvent c'est très long et tu pourrais couper la moitié que ce serait pareil en fait. Enfin, t'as un espèce d'étalement sur un certain nombre de thèmes qui est pas inintéressant, mais qui parfois je trouve manque un peu d'efficacité. Mais c'est lié aussi à l'époque et au goût et aux tendances littéraires en fait de chaque période. Aujourd'hui, si on devait réécrire Frankenstein, il serait moins long, ou alors il y aurait peut-être plus, ou on regarde la même quantité de texte, mais on aborderait d'autres thèmes, ou on irait peut-être plus en profondeur dans certains éléments, etc. Ouais, parce que moi pour le coup j'ai trouvé très très long, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. Et pourtant, il est pas si long que ça en termes de pages. C'est ça qui est assez. C'est-à-dire que oui, les actions s'étendent. Des fois, on rentre dans des détails qui n'ont pas spécialement d'importance. Mais bon, ça après, je pense que c'est peut-être aussi le style d'écriture. Mais comme tu dis, les thèmes, si on devait le réécrire maintenant, seraient peut-être plus développés. Ça c'est sûr, parce que les thèmes, il y en a quand même un paquet. Hein. C'est pas tellement que on parle de choses qui ont peu d'importance. Enfin, je suis un gros amateur de Tolkien et de son écriture, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas très utiles dans le texte de Tolkien. Mais c'est plus la manière dont les choses sont agencées et ce que ça ajoute ou non en fait à l'ambiance et à l'histoire. C'est-à-dire que il y a toute une partie où on est dans un flashback d'un flashback. Alors déjà moi, dès qu'il y a un flashback dans une œuvre, pour que ça me capte, il faut vraiment que ce soit vraiment excellemment bien fait, parce que dès que je vois un flashback, j'ai qu'une envie, c'est de fermer le livre ou d'éteindre la télé. Je supporte pas ce procédé, cette technique. Mm-hmm. Tu vois, je trouve qu'elle très souvent elle apporte pas grand chose et je dirais pas que c'est de la facilité, parce que justement c'est très difficile à manier, donc c'est pas si facile. Mais ouais, souvent c'est inutile et où ça crée de la longueur, ou ça enlève de l'ambiguïté qui peut être intéressante plus tard. Mais bon, là dans ce texte, on comprend pourquoi les flashbacks s'enchaînent, mais finalement ce que raconte le flashback aurait pu être en fait juste un chapitre de 20 pages où on revient rapidement sur les éléments importants du flashback et point barre, parce que tout ce qui se passe en fait c'est la créature qui observe qui s'est enfuie juste après sa naissance devant l'horreur que Victor affiche en le voyant, ce qu'on peut comprendre. Il part dans la nature et il finit par tomber sur des paysans et il les espionne en fait. Il regarde comment ils vivent et puis peu à peu
il commence à apprendre le langage, mais par exemple sur l'apprentissage du langage, alors je veux bien que tout le monde n'est pas un spécialiste de la linguistique ou de l'acquisition du langage ou j'en sais rien, mais même moi j'y connais pas grand chose, tu vois, mais ça me paraît pas crédible la manière dont c'est expliqué, tu vois, pas du tout. Mais au même titre qu'il n'y a rien qui est justifié sur la vie de la créature, en fait, on sait pas. Il y a beaucoup justement, ça je l'avais noté, il y a beaucoup de flou autour de certains trucs pour ne pas avoir les justifier, en fait. Là, je pense qu'elle a voulu donner la langue, l'acquisition du langage à sa créature. Elle s'est dit bon bah tiens, voilà, on va faire comme ça, et c'est pas, je pense qu'elle a pas du tout cherché justement cet aspect scientifique qu'on aurait pu trouver dans d'autres bouquins. En même temps, c'était dans le cadre enfin, je pense qu'il faut replacer aussi le texte dans son contexte. C'était un jeu en fait à la base, ce bouquin, même si elle a pu le retravailler après et qu'il n'est pas sorti comme ça de but en blanc. Il me semble qu'il y a eu quand même pas mal de modifications sur ce texte là, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi c'est vrai que dans la continuité de la lecture, ça m'a pas choqué, au contraire j'ai trouvé ça même attendrissant, tu vois, le fait qu'il se cache à ces humains parce qu'il vit derrière chez eux en fait. Bon, lui il apprend deux choses. Dis-moi. Moi, c'est pas le fait que ce soit scientifiquement juste ou pas, c'est le fait que ce soit crédible ou pas. Tu vois, la suspension d'incrédulité. Et la manière dont c'est fait, et la manière dont il les espionne et puis il apprend à vivre auprès d'eux, bah en fait, c'est tellement absurde de la manière dont moi je comprenais le texte, que ça me sortait du livre, tu vois. C'était genre, bon, bah ok, elle essaie d'expliquer vaguement comment il a quelques attitudes humaines, mais à la limite, comme t'expliques pas comment il vient à la vie, bah t'es pas obligé de m'expliquer comment il fait pour parler ou pour connaître un certain nombre de choses de la vie humaine. Ce que tu veux dire, c'est que toi, ça t'aurait pas choqué, par exemple, qu'il arrive dans le texte, sachant directement. Voilà. Ouais, bah pourquoi pas, tu vois. Enfin, on s'en fout. Finalement, ça joue aucun rôle. Enfin, si le rôle que ça joue, c'est qu'il y a une identification. Il s'identifie à ses géniteurs, enfin à son géniteur et par son biais-là à l'humanité en général, et qu'il est repoussé 2 fois, sachant que on sent avec les paysans qu'il aurait pu s'intégrer, mais finalement encore c'est par le biais d'une femme, et c'est par le biais des hommes qu'il est finalement repoussé et vu comme une bête, et donc qui brise la confiance qu'il aurait pu octroyer à l'humanité, et qui en fait le monstre qui devient par la suite, puisque à la base il a beau avoir un aspect monstrueux, il n'est pas de nature monstrueuse, si tu veux. Et l'explication, c'est ça, l'explication finale et le but de ce passage-là, c'est ça. Mais du coup, pourquoi pourquoi toutes ces circonvolutions pour en arriver là, alors que de 1, c'est quand même relativement évident quand tu commences à lire la scène. Bon, après, c'est à force de lire des choses, forcément, t'as des habitudes qui se créent et tu comprends des choses un peu plus vite que ce qu'elles n'arrivent. Mais même sans ça, tu peux l'écrire d'une certaine manière où c'est pas chiant. Et là, en plus, alors ça, c'est assez personnel, hein. En plus, je trouve le style, en traduit en français, hein, parce qu'en anglais, c'est peut-être différent, parce qu'on a tous les deux lu une traduction, d'une lourdeur sans nom. Alors, couplé à ça, des scènes, peut-être que celles qu'on vient de décrire, qui s'étendent sur des chapitres entiers, c'est pas possible, en fait. Enfin, moi, je trouve que ça. Ouais, pour moi, ça m'a complètement sorti du livre. Et pourtant, des langues un peu empruntées, etc., ça peut me plaire si t'as le contexte autour. Là, on parle d'un espèce d'amas de chair monstrueux qui observe les gens et qui après fait des espèces de déclarations lyriques alors qu'il vient d'apprendre à parler vite fait et on sait très bien qu'il baragouine. Ah ouais, alors tu vois, non, c'est pas possible. Chez moi, ça a fait l'effet inverse, justement. J'ai trouvé ce passage quand même assez attendrissant, entre gros guillemets, tu vois. Je le voyais vraiment comme cette créature qui observe des gens, et on dirait vraiment qu'il a envie d'être comme eux, de partager ça, d'être aussi humain qu'eux, en fait, et qu'il a cette peur du rejet. Et encore une fois, moi, alors c'est peut-être pas... Si j'avais pas été parent, entre gros guillemets, est-ce que je l'aurais pris comme ça? Là, ça m'a touché parce que je le voyais vraiment comme un enfant qui vient de naître, en fait, c'est ce que tu dis. Lui, il venait d'arriver, son géniteur, oh putain, merde, c'est quoi cet enfer? Boum, l'autre, il se barre en courant, et il se retrouve dans une forêt. En plus, d'ailleurs, j'ai trouvé la symbolique de la forêt quand même assez cool, parce que la forêt, c'est quand même un endroit qui grouille de vie et tout, et lui, il y connaît rien, il se retrouve ici à regarder ses paysans.
Et, c'est la préservation de la vie sauvage primordiale. Ça m'a beaucoup touché, moi, ce passage, justement. Alors, j'avais pas tiqué autant que toi sur le passage de la parole. Moi, je t'avoue que, justement, c'est passé, comme tu dis, ça justifie le truc. Enfin, elle nous donne un moyen de justifier ça. Alors après, comment elle l'a fait et tout ça, machin. Moi, personnellement, j'y ai pas prêté attention plus que ça. Mais c'est plus le côté sentimental de cette scène, moi, qui m'a touché et qui m'a fait, justement, aimer ce passage dans la forêt. Oui, ça s'entend. Hein. Enfin, moi, je critique pas l'idée, je critique la mise en œuvre de l'idée. Je trouve ça mal agencé, comment dire, j'allais dire le timing, le rythme en fait. Je trouve pas le rythme bon du tout, puisqu'en plus, encore une fois, on est dans un flashback d'un flashback, donc en fait, on est dans de la narration de narration. Enfin, tu vois, c'est à un moment. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un peu d'épices, tu vois, quand ça là, bouge niveau un épique, peu, par tu vois. contre, c'est vrai qu'on n'est pas dedans, hein, vraiment. Et D'épices, pas d'épiques. Ah, j'ai compris Pas d'épices. Non. Ouais, j'aime bien l'épique aussi, mais tu vois, j'aime bien que quand je tourne la page, d'être un peu surpris par ce qui s'y passe, alors que là, c'est vraiment, tout est tellement lent que t'as le temps de t'y préparer 15 000 ans avant, et tu vois, bon, bah, ok. Ah zut, les autres l'ont repoussé. Bah tiens, dis donc, c'est étrange. Tout est tellement lent, mais pourtant la créature est super rapide, hein. Ça, c'est un truc de fou. Ah bah on dirait pas, tu vois. Putain, mais elle court tout le temps, en fait. C'est-à-dire que dans ce bouquin, la créature passe son temps à se barrer en courant, et ça m'a fait halluciner, moi. C'est vrai qu'il était resté sur le film. Les océans, même, hein. Ouais. Tu vois, le film est carrément à l'opposé de tout ça, quoi. C'est vraiment, on dirait une créature toute molle. Voilà, hein, qui a peur du feu et tout ça, et justement, on en parlera peut-être rapidement aussi du film, mais je trouve que c'est une très mauvaise adaptation pour le coup. Ah, je sais pas si le roman était vraiment adapté comme il aurait dû l'être, enfin d'une des manières dont il aurait pu l'être adapté, avec une créature qui comme tu dis, elle a pas du tout l'aspect pâteau et bête surtout qu'on lui prête. Au contraire, très intelligente, ouais. C'est une créature qui réfléchit énormément, et ça va lui faire beaucoup de mal d'ailleurs de réfléchir. Oui, d'ailleurs, ouais, carrément. Parce qu'elle réfléchit beaucoup, on peut le dire. Je pense qu'il y a un gros. Je sais pas si c'est vraiment un thème, on peut appeler ça un thème, mais il y a de grosses oppositions. En fait, il y a énormément d'oppositions sur ce livre. Et pour moi, la plus marquante, donc, on parle beaucoup de vie, de mort, et de trucs comme ça. Et il y a cette opposition entre Victor et la créature, qui pour moi est le sujet principal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai lu le bouquin. Et la créature, voilà, c'est ce qu'on disait, elle est loin d'être pataude, elle est très intelligente parce qu'elle réfléchit beaucoup à la vie, justement, elle qui est née de la mort, c'est con à dire, et est vraiment opposée à Victor qui lui est vivant mais pense énormément au final à la mort, ça l'obsède, hein, limite. Et donc, la pauvre créature, elle va commencer sa vie en se faisant rejeter, et tout ça, ça va être la quête de cette créature, hein, d'essayer aussi de comprendre pourquoi, et de comprendre pourquoi son géniteur le repousse. Parce que t'en as pensé, toi? Ouais, bah c'est assez clair, effectivement, sauf sur la fin où ils se rejoignent tous les deux, puisque c'est l'accomplissement du destin, en fait, dans le sens où ils savent tous les... Enfin, l'un ne peut vivre sans l'autre, au final. Exactement, ouais. Et du coup, même quand la créature s'immole à la fin, en fait, Victor, sa vie, elle est foutue, quoi. Il l'a détruite lui-même. Effectivement, on peut voir cette opposition, parce qu'on peut aussi voir une sorte de reflet t'as parlé de la parentalité, mais aussi de l'aspect un peu démiurge, tu vois, du créateur. Donc là, le parent qui donne naissance à un enfant, sauf que là, c'est un homme qui donne naissance à une créature, ce qui est quand même assez compliqué, puisqu'il n'est pas fait biologiquement pour donner naissance. Puisqu'on a donc en fait la vanité de Victor, donc il se voit comme un être démiurge. En fait, il va quitter sa famille pour accomplir son destin de son côté. Concrètement, il coupe les ponts, etc. Donc on a un individu socialement isolé. Hein, donc là, on repense à l'idée de coopération, de solidarité, de l'esprit familial, etc. Et il crée une créature qui veut se venger
en fait, de ce qu'on lui a fait. Effectivement, comme un enfant pour en vouloir à ses parents pour je sais pas, l'avoir mis au monde s'il a une vie très difficile, ou pour que ses parents auront pu lui faire au cours de son enfance, si on pense à des parents maltraitants par exemple. Là, c'est des idées qui peuvent exister. Donc cette vengeance, elle va s'accomplir sur la famille de Victor, et pas directement sur Victor, en fait, puisque la créature va s'en prendre à des membres de sa famille, et lui forcément ça va lui faire du mal, mais c'est pas lui qui est directement visé. Même si à la fin ça va le détruire aussi. Et en fait c'est cette idée de cette vanité et qui le pousse à s'isoler de sa famille, et la vengeance qui découle de ça, donc par la créature, qui vont mener les deux personnages à leur perte. Si tu veux, effectivement, comme t'as dit, il y a une opposition, mais finalement ils vont se rejoindre parce que ils vont se faire du mal tous les deux. Et donc on peut se demander à ce moment-là, si on voit d'un point de vue un peu plus théologique, est-ce que c'est pas la créature qui nous représenterait d'une certaine manière, qui essaye de dépasser Dieu, par exemple, ou de se venger de lui. Et chose intéressante dans cette histoire-là, c'est que Dieu refuse de créer pour les hommes, donc pour Adam, Ève par exemple. Et du coup, il lui enlève, en plus de cette idée d'avoir fait un être imparfait qui peut souffrir, etc., on lui enlève peut-être ce qui lui permet finalement de supporter la vie. Donc du coup, là, dans ce cadre-là, on dirait une femme, mais en fait, d'un point de vue plus global, ce qui permet de créer la famille, et donc la solidarité, et le fait de vivre en communauté, donc une vie supportable. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Victor lui refuse son Ève au final, parce que du coup, la créature lui demande une compagne, et Victor ne veut pas en fait, parce qu'il veut pas retomber dans ce schéma-là, alors que justement, et comme tu dis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis qu'à la fin ils se rejoignent, et c'est vrai, alors que tout le long du livre, ils ont passé leur temps à pas à s'éviter, mais à pas se voir, à part une ou deux fois. Et le début du bouquin, et ça fait une boucle en fait avec la fin, parce que du coup on termine vraiment sur le lieu où l'histoire commence, et c'est ça qui est assez marrant sur ce que tu dis, parce que finalement ça se rejoint carrément. Et ce qui est marrant aussi, que j'avais constaté pour revenir à la parentalité, c'est que justement on rigolait tout à l'heure du fait que le monstre se barrait toujours en courant, mais moi je le voyais un peu comme un petit enfant, en fait, comme un enfant qui a fait une connerie et qui va dire oh tiens j'ai fait ça, et boum, après qui se barre en courant. Au final exactement pareil, et cette créature moi m'a vraiment fait penser à un enfant dans cette quête de reconnaissance, dans tout ça en fait, le fait de se venger aussi. Enfin, un enfant, quand tu lui fais mal, qu'est-ce qu'il va faire par instinct? Il va t'en remettre une autre en fait. Il va pas chercher plus que ça. Tu lui as fait mal, il va te faire mal. Et on est vraiment dans ce schéma-là aussi, avec un peu plus vicieux, parce que là il s'attaque à sa famille et pas directement à lui comme tu le disais. Mais ça se rejoint, ouais. Tu peux voir ça aussi différemment, tu vois, quand je sais pas, un parent gronde son enfant ou lui met une claque. Je sais que maintenant c'est interdit, mais oui, moi je me rappelle avoir pris une claque ou deux. T'as pas envie d'en remettre une, tu vois. Tu portes pas la main sur tes parents, si tu veux. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi, c'est qu'il peut pas attaquer son géniteur, tout en sachant qu'en plus il lui fait plus de mal en fait en s'attaquant aux autres membres de la famille qu'à lui. Mais ça, c'est parce qu'il développe une intelligence qu'un enfant n'a pas forcément. Mais même ça, t'as des gamins, parce qu'il grandit justement aussi. C'est ça, t'as des gamins qui en grandissant comprennent que des fois pour faire du mal à quelqu'un, faut passer par des biais détournés. Exactement, ouais. Mais oui, je suis complètement d'accord sur le fait que la créature elle se comporte à plusieurs moments comme un enfant, ou comme une projection de ce qu'on voit des enfants. C'est clair et net. Ouais. De toute façon, la métaphore est assez évidente. D'ailleurs, je relis un peu mes notes en même temps, et j'avais relevé alors un truc, c'est une chercheuse qui parle, donc elle s'appelle Helen Moers, elle a écrit un livre sur Frankenstein, enfin sur Mary Shelley et son œuvre, donc en partie Frankenstein, et elle pense que le roman est un mythe de la Renaissance, dans lequel Mary Shelley, en fait,
elle se remet de la culpabilité d'avoir causé la mort de sa mère. Et aussi d'avoir échoué en tant que parent, puisqu'elle a eu des enfants qui sont morts, etc. Donc elle l'analyse comme ça. Donc après, est-ce que c'était vraiment son intention, ou en tout cas son intention consciente, c'est pas certain, mais on sent une forme de culpabilité qui traverse à la fois Victor, mais aussi la créature. Ouais. Mais aussi la créature, parce qu'on sent bien qu'elle fait tout ça parce que en fait elle a pas d'autre moyen d'exister et d'avoir une relation avec Victor, donc une relation avec son père, que de faire du mal. Est-ce que si Victor l'avait accepté tel qu'il était, ou l'aurait un peu plus, lui aurait appris des choses, enfin tu vois, aurait pris son rôle de père un peu plus, carrément sérieusement, enfin l'aurait pris, puisqu'en fait il dénie complètement son rôle de père. Est-ce que la créature aurait été mauvaise? Et je crois que dans le récit on comprend très vite que non, enfin elle est neutre quand elle arrive au monde, elle est neutre. Il n'y a pas de... C'est ça. Il y a pas un mal profond tapis qui de toute façon, il n'y a pas ce côté sceptique sur la nature humaine ou sur les hommes, hein, parce que là on parle surtout de d'hommes et justement les personnages féminins. J'ai pas souvenir, il y en a pas beaucoup, hein, mais j'ai pas souvenir qu'ils aient cet aspect-là. Tu vois, au contraire, ils sont toujours, elles sont toujours assez prévenantes, assez bienveillantes, c'est vrai, ouais, carrément. Bienveillantes, etc. C'est vrai. Bah, après, c'est ce qui est un peu, ça va te faire avec sa vie aussi, ce qu'on disait en début de chronique avec ta bio. Hein. Ouais. Enfin, avec sa vie, je sais pas exactement avec sa vie, avec ses idées en tout cas. Oui, avec ses idées. Parce qu'elle a certainement rencontré des femmes plus ou moins bienveillantes, tu vois. C'est pas une réalité, mais on s'en rend pas tout de suite compte quand on lit le récit, parce que finalement les personnages féminins qu'elle te présente sont, je dirais pas caricaturales, mais archétypales de ce que t'attends dans ce type de récit de cette époque-là, voire même un peu plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire que ils sont assez effacés. Je dis les personnages, hein, donc elles sont assez effacées. Leur rôle est assez clair, justement en fonction de leur position dans la famille. Et voilà. Et le moment où elles ont le plus d'importance, finalement, dans le cas, je crois que c'est sa cousine, grande cousine, je sais plus, de Victor, quand elle meurt, elle est le déclencheur du coup de la poursuite de la bête, etc. Enfin, de la créature. Mais sans ça, elle n'a pas de rôle particulièrement impactant par ses actions. Elle nous fait comprendre qu'elle est importante pour lui. Et que justement c'est un vrai drame quand il la perd et que c'est pas n'importe qui. Et justement ça va déclencher cette haine de Victor, enfin encore un peu plus envers la créature. Ouais. Mais du coup, le fait qu'elles aient... Enfin, c'est particulièrement elle, le personnage féminin du récit. Comme elle n'a pas d'action... qui va va impacter le destin, mais elle subit plutôt l'action dont tout le reste va découler. Finalement, là où ça pourrait être juste parce que c'est l'époque et que du coup les personnages féminins sont pas très mis en avant ou ont des rôles assez secondaires, moi je pense que là, pour cette raison-là, c'est pour montrer en fait cette idée que le fait d'agir seul, tu vois, d'être plus tourné vers uniquement ses désirs personnels et sans vraiment y réfléchir, sans réfléchir aux conséquences sur les autres, en fait c'est pas forcément ça rejaillit en fait sur des gens qui au contraire font attention aux autres, etc. Ouais, ça je pense que c'est sûr, parce que c'est aussi le comportement de Victor est quand même au centre de tout. Parce que justement, c'est un personnage très froid et très distant. Hein, moi, je le trouve détestable du début à la fin. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est pas... Voilà, et t'as beaucoup plus d'empathie pour la créature que pour lui, quoi. C'est vrai. Parce que la créature, elle a pas choisi finalement ce qu'elle vit. Non, et puis la créature, elle est aussi beaucoup plus raisonnée. Donc je pense que c'est une identification, qui est beaucoup plus simple, parce que Victor, lui, est très loin de tout, en fait, des sentiments, de ses sentiments, en fait. Alors que la créature, elle est vraiment à l'écoute de tout ça. Elle ressent de l'amour, de la haine, de la rancune, du remords. D'ailleurs, on
on sait très bien qu'à la fin, quand Victor meurt dans les bras de Walton, on part du principe que vous allez le bouquin. Parce que là je spoil, mais le monstre, il éprouve des remords et de la haine contre lui-même en fait. Tu vois, même ça, alors qu'il a passé son temps à le faire souffrir, et même dans les derniers instants de Victor, il éprouve des sentiments très forts quand même, parce que le remords, c'est quand même, et la haine aussi de voir mourir quelqu'un. Alors que lui, Victor, on a l'impression que si la créature mourait comme ça juste devant lui, il en aurait vraiment rien à faire. En fait. Et c'est encore une opposition, parce que même physiquement, je te laisse la parole, je suis désolé, j'ai un truc qui me revient là, mais Victor, lui, on voit une déchéance physique, c'est lui en fait. On a l'impression qu'il se transforme en monstre au fur et à mesure de l'aventure, alors que la créature, elle est égale à elle-même en fait, c'est-à-dire qu'elle vit sa vie même si elle est très en colère ou quoi que ce soit, mais on ne présente jamais vraiment autant comme un monstre que la créature. Enfin, la créature, on la présente pas autant comme un monstre que Victor, pardon. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait même soulagé que la créature disparaisse. Bah, c'est ce qu'il veut, lui, en fait, je pense. Parce que justement, ça serait plus facile pour lui de se dire, bon, bah voilà, enfin. Mais bon, au bout d'un moment, il faut faire face à ses actes. Il y a cette idée, voilà, justement, d'échapper, en fait, à sa responsabilité vis-à-vis de la créature. Si elle disparaîtrait, ce serait plus simple. Parce qu'à plusieurs moments, il pourrait demander de l'aide à des gens autour de lui. D'ailleurs, un de ses amis meurt dans le roman, alors qu'il aurait pu peut-être lui prêter main forte, ou peut-être qu'en discutant, il aurait pu trouver une autre solution, etc. Et il y a vraiment cette idée de repli sur soi face à la difficulté, qui va juste amplifier la difficulté. Parce qu'il n'est pas capable de gérer la situation seul. Et certainement pas en étant le père de la créature. Parce que en fait comment dire, à partir du moment où il le crée, il en est responsable, au-delà du fait de l'avoir créé, en fait, de tout ce qui se passe. Ah oui, bien sûr. Il n'arrive pas à le formuler comme ça. En fait, pour lui, c'est la créature qui agit. Elle décide de tuer parce que c'est un monstre. Elle est comme ça parce que il aurait jamais dû la créer. Mais à aucun moment il se dit, en fait, indirectement, c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu un passage comme ça, à mon avis. Non, parce qu'il assume pas du tout, et à aucun moment, en fait, il assume sa création, hein, et sa créature, d'ailleurs. Et on voit très bien que ça lui fait du mal, et on a l'impression que justement, quand la créature lui demande de créer une femme pour lui, que ce qui le dissuade de le faire, c'est limite la responsabilité d'une nouvelle créature plutôt que de devoir le faire et d'être tranquille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, s'il se dit je vais créer un second fléau qui va attaquer. Voilà, et en fait lui il va devoir assumer ça, et on a l'impression qu'il se dit plutôt non merde, en fait si je fais ça je vais être encore un peu plus dans la merde, alors que s'il l'avait fait, la créature lui dit aussi, il me semble à un moment, même si ça fait un petit moment qu'on l'a lu quand même, en gros tu me fais une compagne, moi je me barre avec elle et puis je te laisse tranquille, t'entendras plus jamais parler de moi. Mais il préfère ne pas le faire en fait. Encore une fois, parce que après il faudra assumer et tout ça, alors que il aurait pu terminer tout ça aussi. De toute façon c'est trop tard. À partir du moment où la créature naît, en fait, il a plus le choix que d'assumer, et assumer jusqu'au bout. Donc finalement, faire le choix de lui faire une compagne, ce serait juste accepter le fait qu'il en est responsable, et du coup, il est responsable autant de son bonheur que de son malheur. Exactement. Si moi, ce que je voulais revenir en fait sur la représentation qu'on avait de la créature de Frankenstein. Déjà, souvent on confond Frankenstein avec sa créature, puisque la créature n'est pas Frankenstein, hein, c'est Victor, dont le nom de famille est Frankenstein. Et on a souvent comme tu l'as dit au début, cette vision de créature pataude et un peu lente d'esprit, alors qu'effectivement elle a une puissance physique, pas juste une force physique, une puissance physique hors du commun. Mais finalement, la lutte, elle se fait pas à ce niveau physique, elle se fait beaucoup plus d'un point de vue mental et moral. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Et ça, effectivement, si on veut faire un parallèle avec Dracula. Tiens donc. Dans Dracula, on a effectivement cette idée également de lutte morale, si on veut, hein. Mentale peut-être un peu moins, parce qu'il y a un peu
ce combat entre Van Helsing et Dracula qui essaye de comprendre le plan de l'autre pour le déjouer, mais on a vraiment une conclusion et une recherche du combat physique, tu vois, direct, détruire la créature d'un point de vue physique, etc. Oui. Alors que là, chez Frankenstein, la question de détruire la créature, forcément elle y est, puis c'est un moyen de s'en débarrasser, mais comme elle est virtuellement indestructible, très vite c'est plus vraiment à l'ordre du jour. En fait, elle sera morte que quand elle aura décidé d'être morte, cette créature. Et du coup, ça déplace l'objet principal de la lutte du point de vue mental et moral. Et c'est là une grande différence, et c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être un peu moins sur l'horreur, parce qu'on sait très bien que Victor, il sera pas tué par la créature. On sait très bien qu'il lui arrivera aucun désagrément physique, sauf le fait de devoir courir par le monde et du coup vieillir prématurément, s'abîmer, etc. Mais même ça, en réalité, il est pas obligé. Il peut très bien décider de laisser la créature et puis voilà, il fait sa vie, quoi. Mais par contre, le poids moral qui doit porter, lui, il partira jamais. C'est ça. Tant qu'elle sera là. Et du coup, voilà, c'est ça, tant que la créature existe. Mais il peut pas s'en débarrasser. Et je trouve que c'est là que ça crée une autre forme d'horreur ou d'angoisse plutôt, qui fait moins appel à ta peur instinctive, mais beaucoup plus ça demande beaucoup plus, ça fait beaucoup plus appel à ton abstraction, en fait. Être capable de te mettre à la place de quelqu'un et d'essayer de comprendre comment, en quoi cette situation est grave et horrible. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est peut-être un peu plus, le style est peut-être un peu plus lourd. En tout cas, moi, j'ai ressenti plus lourd. Et encore, Dracula aussi, c'est bien lourd. Ouais, c'est surtout très long. Si je dois comparer avec des œuvres peut-être plus récentes qui sont un peu sur ce type d'horreur, c'est que il y a un questionnement intérieur qui est quand même très très important et qui fait une grande part qui est plus intense que celui dans Dracula, par exemple. Ouais, c'est sûr. Voilà. Oui, parce que Dracula, c'est une créature très forte qui tue, qui... Alors, Frankenstein, tu vois, avec des conneries. La créature aussi, hein, elle tue, mais elle tue pas ni pour manger, ni gratuitement. Elle s'en prend vraiment à une personne ciblée. Et, comme tu dis, ouais, l'horreur, la pression est beaucoup plus... c'est un roman beaucoup plus psychologique. Mais après, connaissant aussi l'auteur, c'est peut-être aussi quelque chose qu'elle a voulu, un message qu'elle a voulu faire passer aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a différents points de vue sur cette question parce que on peut parler de style gothique pour le roman, et en général on se sert de ce style-là pour pas avoir besoin de mettre sa personnalité trop en avant, puisqu'on est quelque chose tu vois, dans la suggestion, dans de l'atmosphère, mais moi je trouve qu'il colle pas tellement avec cette idée de suggestion et d'atmosphère. Au contraire, on est sur l'explication. Alors il y a un phénomène en fait fantastique principalement qui est la naissance de la créature, mais sur tout le reste, on est vraiment sur des questionnements, alors pas terre à terre parce que c'est quand même des questions d'éthique, etc. Mais tu vois, qui ont vraiment des conséquences très claires dans le monde réel. Ouais, et sûr. Ce monde réel, il est pas fantastique. Tu vois, il est au contraire, il est très réaliste. Ce qu'il y a de plus réel. Ouais, et la créature, elle va détonner d'autant plus qu'on est dans un monde réaliste. Donc cette idée du style gothique, je suis pas forcément très convaincu, même si effectivement la filiation est claire. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus les décorréler complètement. Mais je sais pas si c'est un bon argument. Mais il y a cette idée que, en gros, il y a une partie de la psychologie de Mary Shelley qui transparaîtrait dans l'œuvre, mais que ce soit pas forcément quelque chose de très conscient. D'accord. Tu vois, elle s'est pas dit tiens je vais écrire sur ces thèmes-là et ouais, volontairement quoi. C'est peut-être quelque chose qui. Après voilà, c'est difficile de trancher sur la question puisque on peut pas lui poser. Oui, exactement. C'est et ça. lui poser donc et c'est là où c'est une des raisons pour lesquelles c'est cette idée assez mise en avant, c'est qu'en fait
le moment où on s'est beaucoup intéressé à ce roman et au texte de Shelley en général, c'est à la naissance de la critique littéraire féministe dans les années 70. Et ça s'est beaucoup fait par le biais de personnes qui avaient des compétences en psychanalyse. D'accord. Donc forcément, quand tu prends ce biais-là, on va travailler sur le subconscient, entre autres, hein, Ouais. et on va peut-être moins s'intéresser à des éléments biographiques, même si bon, je pense que le travail a été fait sérieusement, donc il y a forcément les liens qui ont été faits avec la vie de Mary Shelley et l'œuvre, mais on va forcément plus s'attacher sur... Enfin, de toute façon, l'histoire qu'on a vécue constitue notre psyché d'une manière ou d'une autre. Mais là, on va beaucoup plus chercher ce que je disais par exemple avec le mythe de la Renaissance, voilà, essayer de trouver des thèmes qui vont beaucoup plus toucher l'être très profond que juste la mise à l'écrit d'événements qu'on a vécu. Tu vois, stricto sensus, on pourrait dire, même si voilà, ça se passe a priori en partie en Suisse. Après Oui. il va y avoir pas mal de mouvements, mais le début se passe en Suisse, donc forcément je pense que c'est lié à la période d'écriture. Le style gothique, c'est l'époque, et puis Lord Byron, il me semble qu'il y a quelques textes gothiques qui traînent avec son nom posé dessus. Et même cette idée de la science sans limite, est-ce que la période n'était pas propice à ça? J'ai l'impression que c'est un truc récurrent, hein, ça, concrètement. Là, plus on avance dans les classiques en fait de cette époque-là, et plus j'ai l'impression que c'était limite une obsession, ou alors en tout cas c'était quelque chose qui prenait une place de plus en plus importante, ça c'est sûr, et qui avait matière à réfléchir à cette époque-là vis-à-vis de ça. Parce qu'elle a quand même déjà l'idée que, si on extrapole hein, évidemment, qu'on pourrait créer des êtres vivants sans une reproduction naturelle, on va dire. Ah, bien sûr. Dans une création artificielle. Donc sans parler de quelqu'un de visionnaire, etc. Il y a quand même une réflexion sur le corps et la fonction du corps, la fonction sociale aussi des corps, puisque Victor n'est pas une femme et le rôle qu'il a vis-à-vis de la vision de Mary Shelley, il remplit son rôle d'homme entre guillemets, tu vois. En tout cas un rôle d'homme qu'elle considère comme étant dangereux. Donc ouais, ça brasse énormément de questions. Énormément, ouais, c'est ça. Qui sont primordiales finalement, et ce qui est très frustrant, c'est que il y a une réponse en fait que Mary Shelley elle nous donne quand on croise un peu sa vie et le roman. C'est enfin elle a sa vision des choses, quoi. Il faudrait une société plus coopérative, plus où les gens sont plus solidaires les uns avec les autres, et ça en fait c'est un exemple de ce qui se passe si c'est pas fait. Mais tu vois, je trouve qu'on n'explore pas tellement d'autres alternatives. C'est un point de vue parmi tant d'autres, ouais, c'est ça. Elle a écrit sur sa vision de la chose, et pessimiste en plus, c'est vrai que c'est pas super. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Après, ouais, c'est un regret que j'ai, parce que j'aurais aimé voir une autre vision qu'elle aurait pu apporter, mais on peut pas. Enfin, c'est pas pour autant que je le mets dans les points négatifs du roman, parce que ce serait idiot, tu vois. Enfin, c'est avec ma vision du 21e et puis et ce que moi j'aimerais voir et qui n'existe pas, mais peut-être que à ce moment-là ça m'aurait un peu plus parlé, parce que là si tu veux, dès le départ tu commences à comprendre un peu le truc, tu fais ok, bon c'est un type très ambitieux qui a pas beaucoup de comment ça s'appelle d'empathie, et donc forcément science sans conscience n'est que mort de l'âme. Je veux dire, c'est Rabelais, c'est quelques siècles avant, tu vois. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Voilà, c'est. Après, son point de vue, oui, il est singulier. Enfin, c'est son point de vue à elle. Mais je veux dire, ok, dans ces cas-là, je peux en lire 15 avec un point de vue différent, ce sera intéressant, mais c'est pas pour autant que
que ça va éblouir si tu veux. Et pourtant, ce bouquin a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Ouais, bah... Moi, je pense qu'effectivement, ce qui fait que c'est resté un classique, et que c'est important de le lire, même si, comme vous avez compris, moi, j'ai pas spécialement apprécié, c'est que, bon, déjà, historiquement, des romans fantastiques, avec cette profondeur-là, en fait, il y en a pas trop, parce que l'histoire de fantômes, dont j'ai parlé au début, voilà, de s'entraîner à écrire des histoires de fantômes entre amis, etc. Ce n'est que ça à cette époque-là, c'est faire des histoires qui font peur. D'ailleurs, je crois que c'est un terme en allemand, un Geistliteratur, des histoires de fantômes. Tu vois, et ça vient de cette période. Et là, on a quand même une histoire qui arrive à un autre niveau. Tu vois, qui parle d'autre chose en fait que de se faire peur. Et à mon avis, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Ouais. Et que c'est comme tout, à partir du moment où t'es pionnier, on retient ton nom. Et si en plus tu as eu un peu de succès, ça se perpétue. Tu vois, oui, parce que c'est pas simplement le bouquin qui a fait, je pense, la renommée, justement. C'est toute cette histoire autour, le personnage de Marie Shelley, parce que finalement c'était quand même une dame assez singulière, j'allais dire, mais enfin qui a eu une vie du moins qui n'était pas... voilà. Je pense que c'est un tout et qu'il en est arrivé là aussi parce que bon il y avait quand même des points positifs dans ce truc là, comme tu dis. C'est vrai que ça fait, c'est pas simplement une histoire de monstre, derrière tout le monde peut se retrouver un petit peu dedans aussi, je pense. Et c'est surtout un bouquin qui crée des émotions, parce que comme on disait, Victor c'est quelqu'un de détestable, donc à partir de ce moment là il y en a qui pourraient aimer le voir souffrir. Après il y en a qui vont plus avoir d'empathie pour la créature, justement, savoir comment elle peut s'en sortir, justement comment ça va se passer, parce que c'est quelque chose de très psychologique, à se dire putain, justement tu peux pas détruire cette créature parce qu'elle est hyper costaude et que tu peux rien en faire, alors comment en venir à bout, et là les solutions qu'il pourrait y avoir et comment lui justement il se démerde. Et aussi le fait de le voir s'enfoncer comme ça de page en page, c'est assez prenant, enfin moi j'ai trouvé. Et puis les décors aussi, parce que tu parlais de la Suisse et on en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que visiblement ce séjour en Suisse a fait beaucoup pour le livre aussi, parce que justement à un moment il y a un passage dans les montagnes et tout ça que moi j'ai trouvé vraiment super. Et on sent vraiment l'influence que ça a pu avoir, parce que je trouve vraiment ce passage vraiment bien écrit. Et ça c'est pas nouveau, comme je le disais en début de chronique, visiblement c'est un procédé aussi qui a été vachement utilisé avec je sais plus qui, tu vois, les notes datent de trop longtemps. La prochaine fois on attendra pas aussi longtemps. Procédé déjà utilisé, point. Merde. Donc ouais, moi je pense que c'est important quand même de le lire. Tu vois, presque 40 berges, je l'avais pas lu, je regrette pas. Alors c'est vrai que je remettrai pas le nez dedans, je pense, parce qu'une fois qu'on l'a pigé, voilà. Mais je pense que c'est quand même un bouquin, important. Je le conseillerais plus que Dracula, par exemple, tu vois. Ah, je sais pas, si Dracula tu lis le premier tiers, ça va, tu vois. Ouais, mais bon, je conseille plus le premier tiers, moi. Bon, la fin, il sert à rien, la fin. Il se fait trucider, là, pardon. Ah, là, c'est sûr que ça se finit pas avec un petit coup de couteau dans les côtes, Ah non. Là, c'est loin, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus triste, déjà, et puis... voilà, beaucoup de sentiments, en tout cas, c'est quelque chose... Enfin, c'est un bouquin qui m'a touché en partie. Alors après, j'en ai pas chialé, mais bon, je l'ai trouvé... Alors, tu vois, moi, pas du tout. Là, que ce soit la créature ou Victor, franchement, une paire de baffes à tout le monde et tout le monde au lit. Parce que t'as pas de cœur, ça, c'est pour ça. Si, pourtant, je t'assure, je t'assure. Mais ouais, moi, c'est le trop-plein, en fait, d'émotions dépeint à toutes les pages. Quand il y a trop, ça ne marche plus. Tu vois. Moi, il me faut un bon équilibre. Il faut que les choses soient un peu, alors je dirais subtiles, parce que c'est comme ça que je le vois, moi, mais c'est peut-être pas le bon terme. Il faut quelque chose de plus pondéré, tu vois. Il faut que... Ah, t'aimes pas quand ça dégouline, toi. Ah non, moi ça m'énerve. Ça m'énerve, une grosse paire de tartes et ciao. Alors que, ouais, si
Sinon, je comprends les dilemmes, je comprends les enjeux du livre, mais Non, mais j'arrive oui, pas. moi, l'arriver à me prendre là-dedans, justement, de dire putain, la pauvre quand même, pauvre bestiole là, écloîtrée derrière son mur, à mater des humains là, essayer d'apprendre à parler, tout ça. Non, il y a des trucs que j'ai trouvé beau, d'autres que j'ai trouvé longs, c'est sûr. Ça serait mentir de dire que c'est une lecture facile et d'une traite, c'est pas vrai. Enfin moi concrètement en tout cas, si on veut vraiment quand même apprendre, on arrive quand même à prendre 5 minutes pour essayer de se pencher sur les tenants et les aboutissants du truc, c'est loin d'être easy, putain, tu vois les anglicismes qui reviennent. C'est loin d'être aisé et oui, il y a des longueurs, ce serait pas honnête de dire qu'il se lit tout seul. Mais bon, voilà, après moi je te dis je suis un petit sentimental donc ça m'a touché. Ouais, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. On peut. Tu vois, finalement, on a dit plus que ce qu'on pensait. Je pensais pas atteindre pratiquement l'heure sur Frankenstein, tu vois, comme quoi. Bah, c'est les circonvolutions, ça, c'est pas rien à fait comme elle. Exactement. Le temps de se reperdre dans nos notes et ça a pris un peu de temps. Ouais. C'est ça. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu parce qu'on vous a prévu d'autres classiques. D'ailleurs, le prochain, je vais moins râler, je pense. Non, bah c'est interdit de râler sur Beaucoup le prochain, râler. de toute façon. Ouais, Ah bah si, il y a forcément des détracteurs, c'est possible. Mais ceux-là, je les attends, tu vois. Ouais, je suis pas bien sûr. Venez armés d'arguments parce que... Petit livre pour le prochain, à 4 mains en tout cas, parce qu'il va y avoir des chronocritiques entre. Hein. Ouais. Petit livre pour le prochain, mais alors par contre, gros texte. Hein. Petit livre grande aventure. Ouais, petit livre grande aventure. C'est pas un truc... Et là, il y a des choses pas un à truc dire. avec Et des oui, hamsters, ça. et normalement, Non. et normalement, on devrait aller dans le même sens cette fois. Hein, on est à peu près d'accord, je pense. Ah bah ça dépend, si tu veux, moi je peux faire une critique négative pour le plaisir, comme ça. Ouais, pour le plaisir, tu le regretterais, tu vois. Je sais, t'es sentimental avec cet auteur en plus. Ah, sentimental, je sais pas si c'est le terme sentimental. Viscéral peut-être. Peut-être, ouais. Bon, bah quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 2 semaines. Donc je crois que les auditeurs et les auditrices te retrouveront toi, parce que ça sera un chronocritique de ta part. Ouais, et puis je crois qu'on l'a pas encore fait, on va parler d'un film. Ouais, et ça c'est super intéressant, j'ai hâte d'avoir ton avis aussi. Pour ceux qui connaissent l'actualité, ce sera pas dur à trouver. Ouais, je crois que ça parle de plage et de vers de terre, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, des sortes d'asticots avec des dents. Et donc après ce chronocritique là, chronocritique de ma part, avec un roman hard SF. De toute façon, si vous suivez sur les réseaux, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Moi je vous parlais de La Nuit du Faune. Très bonne surprise, hein. Donc je vous en parlerai plus en détail d'ici, donc du coup un petit mois, hein, au courant du mois d'octobre. Et d'ici là, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter. Je vais reprendre un petit peu Instagram, parce que j'avais mis un petit peu de côté, et Facebook aussi. Forcément. Et comme dirait Cook, sur tout ce qui a un flux RSS. C'est ça. Tout ce qui... Je trouve que ça... Même le micro-ondes, qui influe RSS, ça marche. Ouais, les micro-ondes connectés, ouais, c'est ça. Donc d'ici là, portez-vous bien, surtout. Lisez bien, lisez beaucoup. Et à dans 2 semaines. Salut!